récemment une étude avec un de vos collègues sur la discrimination par la couleur de peau dans les arts du spectacle, on peut dire ça comme ça? Oui, à peu près. D'accord. Alors, parce que les arts du spectacle, en fait, ont une spécificité par rapport aux discriminations. D'une manière générale, la couleur de peau est considérée comme discriminatoire, alors que dans les arts du spectacle, ça peut être une des conditions de recrutement. En réalité, cette enquête, elle est née d'une première enquête qu'on a réalisée avec mon collègue Maxime Servul, qui est professeur à l'université Paris 8. Une enquête qui s'appelait Synégalité et qu'on a réalisée en collaboration avec le collectif 50-50, qui est un collectif de professionnels du cinéma qui lutte pour la parité, l'inclusion dans les secteurs audiovisuels et cinématographiques. Et cette enquête, c'était une mesure de la diversité dans le cinéma français. Donc on avait indexé une grosse centaine de films d'initiative française et on observait qu'il y avait des inégalités de représentation. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes sont moins nombreuses au cinéma que dans la société française. Elles ont moins de rôles principaux. Quand on croise les critères de discrimination, on observe que certaines catégories de population disparaissent quasiment des écrans. Par exemple, les femmes de plus de 50 ans, ou encore les comédiennes qui sont perçues comme non blanches. À partir de cette enquête, on a eu envie de comprendre comment ça se fabriquait, comment se fabriquaient ces inégalités de représentation, et notamment comment est-ce que les choix de comédiens dans le casting étaient opérés. Et donc on est allé voir du côté des professionnels, avec une enquête par entretien auprès d'une centaine de professionnels sur les secteurs qui croisent le théâtre, le cinéma et l'audiovisuel. Et donc on a rencontré une cinquantaine de comédiennes et comédiens perçus comme non blancs, 25 metteuses et metteurs en scène et 24 directrices et directeurs de casting, pour essayer de comprendre ce qui se jouait au niveau du recrutement et comment les catégories ethno-raciales allaient jouer sur les trajectoires professionnelles des comédiens-comédiennes. Comment est-ce que ces catégories allaient dessiner les frontières des rôles prescrits et proscrits. En revanche, si on revient sur la question sur la dérogation à la loi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une spécificité de ces secteurs, notamment cinématographiques et audiovisuels, dans lesquels on peut explicitement recruter une personne en fonction de son sexe, de son âge ou encore de son origine perçue. Normalement, en France, on ne peut pas faire ça. Dans les autres secteurs professionnels, c'est interdit, c'est une discrimination, c'est illégal. Mais il y a une dérogation dans ces secteurs des arts du spectacle qui fait qu'on peut explicitement écrire une annonce dans laquelle on va dire « je cherche un acteur noir » ou « je cherche une actrice caucasienne ». Je prends là les termes qui sont utilisés dans le jargon et qui sont à discuter d'ailleurs. Donc ces catégories ethno-raciales deviennent des critères licites de recrutement grâce à cette dérogation. Pour autant, la dérogation, elle doit être justifiée et son exigence doit être proportionnée. Ici, c'est un usage qui est quotidien, qui est extrêmement courant. Donc les comédiens et les comédiennes sont tout le temps soumis à ces catégories ethno-raciales, notamment à chaque fois qu'ils et elles vont chercher un rôle, ou qu'ils vont être face à une directrice ou un directeur de casting qui vont utiliser ces catégories pour les rechercher et les recruter. Vous avez constaté qu'il y avait quand même un souci par rapport à ces recrutements. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ces catégories ethno-raciales, leur usage est assez compliqué, dans le sens où c'est pas simple d'aborder ces questions en France, notamment de manière historique, mais aussi parce que les directrices, directeurs de casting, les responsables de distribution artistique, en réalité, les utilisent un peu comme ils et elles peuvent, parce qu'il n'y a pas de formation. Généralement, les responsables de distribution artistique, en fait, c'est des gens qui sont en reconversion. Des anciens agents, des comédiens ou des comédiennes qui passent à la distribution, mais qui en réalité n'ont pas suivi d'école, n'ont pas suivi de formation. Et donc ces gens se retrouvent au quotidien à manier ces catégories sans trop savoir ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce qui est possible de faire, parce qu'on ne leur a pas appris à s'en servir. Et ces catégories, elles sont extrêmement variées, pour ne pas dire baroques. On utilise des catégories de sens commun, donc on va chercher un acteur noir, arabe, asiatique, mais parfois on peut dire aussi caucasien, ce qui dans le contexte français n'a pas du tout le même sens que dans un contexte états-unien, ou on peut chercher parfois quelqu'un qu'on va dire africain,
ou encore black, beurre, métis. Je reprends les catégories qui sont utilisées. Donc il y a des soucis sur les choix qui sont opérés. Et notamment ces choix, les comédiens et comédiennes vont y être confrontés tout le temps. Et ça a un impact sur leur carrière aussi, j'imagine, sur leur notoriété. Oui, et puis sur les réseaux, en fait, la capacité à être vu dans des spectacles, à être recruté pour d'autres productions. Ce qu'on peut retenir quand même de cette enquête qui est importante, parce que d'avoir rencontré 100 professionnels de différents secteurs, de différents métiers, c'est assez rare en sociologie. On a rarement l'occasion de faire des enquêtes aussi importantes. Donc on avait vraiment de la chance de pouvoir faire cette enquête. Ce qu'on retient quand même, c'est que pour ces comédiens et comédiennes, en fait, aucune activité professionnelle n'est détachée de l'assignation raciale. C'est-à-dire que c'est très compliqué de se sortir de ces catégories, de ne pas y être enfermé. Ils doivent vraiment redoubler d'inventivité pour survivre en réalité dans ce milieu professionnel. Et il y a sans doute des choses à faire sur, si on ouvre un peu sur les options, notamment sur la formation des professionnels de la HMC, de les accompagner, de vérifier que les personnes savent prendre en charge tout type de cheveux, tout type de peau, avec le bon matériel. Donc ça, c'est une première chose à faire qui est assez simple en réalité. Et c'est aussi peut-être porter un peu plus d'attention au dispositif de dénonciation de ces violences et du racisme qui est ordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on a mis en place ces dernières années, dans le cinéma notamment, et sur les plateaux, en lien avec la dénonciation du harcèlement, des violences sexistes et sexuelles, on pourrait ouvrir ces dispositifs, former les professionnels à accueillir aussi les personnes qui s'estiment victimes de discrimination, de violences racistes. Et il y a des choses à faire dans le secteur, il y a plein d'acteurs professionnels qui ont envie d'avancer sur ces questions. Donc là, on peut agir concrètement pour un traitement égalitaire en fait, des professionnels dans ces secteurs. Oui, donc il faudrait vraiment mettre le focus sur la formation en fait, de tous les professionnels en fait, peut-être même des enseignants, déjà des écoles, etc. De formation, quoi. Oui, il y a des choses à faire dans les écoles. Il y a des choses qui se font sur les écoles de manière à distribuer plus égalitairement les comédiens et comédiennes et les apprentis dans tous les types de rôles. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'exercer sur du théâtre classique en vers, du théâtre contemporain pour apprendre. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire sur les écoles, par exemple. Et puis former les professionnels de la distribution, du casting, de l'HMC. Là, il y a des choses à faire assez facilement, en réalité. D'accord, donc il y a un peu d'espoir. Oui, malgré tout, il y a de l'espoir. On va s'arrêter sur cette note positive. Merci beaucoup.